Pendant 32 ans, je me suis réveillée au même moment, 2 heures du matin, toujours 2 heures. J'entendais le clic discret de la porte de la salle de bain, les pas de Victor dans le couloir, puis ce murmure étouffé, doux, intime, presque tendre. Cette voix qu'on réserve aux confidences les plus secrètes, aux aveux les plus précieux. Pendant 32 ans, je n'ai posé aucune question. J'avais peur de briser ce que nous avions construit ensemble. Peur de découvrir une vérité que je ne voulais pas connaître. Une vérité qui transformerait notre vie en mensonge. Mais quand Victor est mort et que j'ai trouvé dans ses affaires un vieux téléphone avec un seul numéro dans l'historique des appels, des centaines d'appels sortants, toujours à 2 heures du matin, sans exception. J'ai composé ce numéro. Ce que j'ai entendu a d'abord détruit nos 32 ans de mariage, puis l'a réécrit entièrement. Je m'appelle Claire Moreau. J'ai 58 ans, et jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais connaître ma vie par cœur. Institutrice à la retraite, mariée à Victor depuis l'âge de 26 ans. Victor était chirurgien au CHU de Lyon, 8 ans de plus que moi, brillant, dévoué à son métier jusqu'à l'obsession, mais distant. Notre mariage semblait solide vu de l'extérieur. Une fille unique, Julie, née 1 an après notre union, une maison pavillonnaire en banlieue lyonnaise avec un jardin que je cultivais chaque printemps. Des vacances annuelles sur la côte bretonne, où nous louions le même gîte depuis 20 ans. Mais l'intimité entre nous s'était érodée avec le temps, lentement, imperceptiblement, comme l'eau use la pierre. Victor rentrait épuisé de ses gardes de nuit, le visage marqué par la fatigue, et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à nommer. Il parlait peu, s'enfermait dans son bureau pendant des heures, ne répondait à mes questions que par monosyllabes. Le sexe était devenu rare, après les premières années, puis inexistant. J'avais appris à ne pas le déranger, à respecter son silence comme on respecte un territoire sacré, à accepter sa fatigue chronique comme le prix inévitable de sa noble profession. Je me disais que sauver des vies tous les jours devait vider un homme de toute énergie pour sa propre existence. La seule chose qui me troublait vraiment, ces appels nocturnes. Ça avait commencé 3 ans après notre mariage. D'abord 1 fois par semaine, toujours à la même heure, puis progressivement chaque nuit sans exception. Je m'étais réveillée une nuit et l'avais trouvé dans la salle de bain, le téléphone collé à l'oreille, murmurant des mots que je ne pouvais pas distinguer. Le lendemain matin, j'avais posé la question avec précaution, sans vouloir l'accuser de quoi que ce soit. Il m'avait regardée, avec ses yeux fatigués, et avait répondu d'une voix neutre qu'il appelait le service des urgences, qu'il y avait un patient en réanimation dont il suivait l'évolution de près, que je ne devais pas m'inquiéter. Je l'avais cru, ou plutôt je voulais le croire, parce que douter aurait signifié admettre que quelque chose dans notre mariage n'allait pas, et je n'étais pas prête à affronter cette vérité. 3 semaines après l'enterrement de Victor, Julie est venue m'aider à trier les affaires de son père. Une tâche que je repoussais depuis des jours, incapable d'affronter ses chemises suspendues dans l'armoire, ses livres de médecine empilés partout, l'odeur de son eau de Cologne qui flottait encore dans notre chambre. Nous avons commencé par son bureau, cette pièce où il s'enfermait chaque soir après le dîner et dont j'avais appris à ne jamais franchir le seuil sans y être invitée. Julie fouillait dans les tiroirs méthodiquement, triant les documents administratifs, les factures anciennes, les cartes de visite jaunies. C'est elle qui a trouvé le téléphone. Un vieux Nokia, caché tout au fond du tiroir du bas, sous une pile de revues médicales poussiéreuses. Éteint. Je l'ai pris dans mes mains. Il était étrangement lourd, comme chargé d'un poids invisible. J'ai branché le chargeur et nous avons attendu.
La batterie a mis une éternité à se recharger. Et pendant tout ce temps, je sentais mon cœur battre de plus en plus vite, comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'imaginer. Quand l'écran s'est enfin allumé avec ce petit bip familier, j'ai ouvert l'historique des appels. Mes mains tremblaient légèrement. Un seul numéro, rien d'autre. Pas de contact enregistré, pas de message, juste ce numéro qui apparaissait encore et encore, descendant sur l'écran, en une longue colonne infinie. Des centaines d'appels sortants, tous passés entre 2h et 2h30 du matin, tous d'une durée variant entre 5 et 15 minutes. Le dernier datait de 3 jours avant sa mort, à 2h07 exactement, et avait duré 11 minutes. Julie a froncé les sourcils en regardant par-dessus mon épaule. Elle a murmuré que c'était étrange, vraiment étrange, qu'elle ne comprenait pas pourquoi papa cachait ce téléphone, pourquoi il n'utilisait que ce numéro unique. J'ai vu dans ses yeux la même question que je refusais de formuler à voix haute. J'ai glissé le téléphone dans mon sac en lui disant que j'allais m'en occuper, que ce n'était probablement rien d'important, peut-être un patient qu'il suivait de près. Mais ma voix sonnait faux, même à mes propres oreilles. Chaque nuit depuis, je me réveille à 2h précises. Une habitude ancrée dans mon corps après 32 ans, un réflexe pavlovien que la mort de Victor n'a pas effacé. Je reste allongée dans le noir, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, et je pense à ce numéro. Je me demande qui décrochait quand Victor appelait. Je me demande de quoi il parlait pendant ces 10 minutes volées à la nuit. Je me demande pourquoi il a caché ce téléphone comme un secret honteux. Au bout d'une semaine, je n'en peux plus. L'incertitude me dévore de l'intérieur comme un acide. Je sors le téléphone de mon sac. Je m'enferme dans la salle de bain, exactement là où Victor passait ses appels. Et je compose le numéro. Ma main tremble tellement que je dois m'y reprendre à 2 fois. Le téléphone sonne. 1 fois, 2 fois. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Une voix de femme a décroché. Âgée, un peu rauque, avec cette fragilité particulière que donne l'âge. Elle a simplement dit « allô » et ce mot a suffi à me pétrifier. Je suis restée muette, le téléphone collé contre mon oreille, incapable de prononcer le moindre son. Le silence s'est étiré entre nous, lourd, oppressant, rempli de tout ce que je n'osais pas demander. Puis la voix a repris, hésitante. Elle a prononcé son prénom. Victor. Pas Monsieur Moreau, pas docteur, juste Victor, avec une familiarité qui m'a transpercée comme une lame. Une pause, puis elle a répété, plus doucement cette fois, presque avec tendresse, comme si elle s'adressait à quelqu'un qu'elle connaissait intimement depuis des années. Elle a demandé si c'était lui. J'ai raccroché brutalement, comme si le téléphone me brûlait les doigts. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. Je me suis assise sur le rebord de la baignoire, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Donc c'était ça, une femme. Pendant 32 ans, mon mari avait appelé une autre femme chaque nuit. Il se levait de notre lit, marchait sur la pointe des pieds pour ne pas me réveiller, s'enfermait dans cette salle de bain et murmurait à une inconnue, pendant que je faisais semblant de dormir de l'autre côté du mur. Les jours suivants, je n'ai pas pu penser à autre chose. L'idée me rongeait de l'intérieur, transformait chaque souvenir heureux en mensonge potentiel. J'ai appelé Martine, une ancienne collègue dont le mari travaille à la préfecture. Je lui ai inventé une histoire, un numéro de téléphone harcelant, besoin de savoir qui se cachait derrière. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard, avec une adresse et un nom. Hélène Duval, 62 ans, résidente au 47 rue Raspail à Villeurbanne. Vit seule.
Pas de famille proche répertoriée, pas de casier judiciaire. Juste une femme ordinaire, dans un appartement ordinaire. J'ai noté l'adresse sur un bout de papier que j'ai plié et replié jusqu'à ce que les plis forment des lignes blanches dans le papier. J'ai décidé d'y aller. Puis j'ai décidé de ne pas y aller. Puis à nouveau d'y aller. Je passais des heures à imaginer cette confrontation, à préparer ce que j'allais dire, les questions que j'allais poser. Mais à chaque fois, la peur me paralysait. Qu'est-ce que j'allais découvrir? Une maîtresse que Victor avait aimée pendant toutes ces années? Une autre vie qu'il menait en parallèle de la nôtre? Et si cette vérité détruisait tout ce qui me restait de lui? Et si Julie l'apprenait? Ma fille a commencé à remarquer mes changements. Elle me regardait avec une inquiétude grandissante, me demandait si j'allais bien, si je dormais assez, si je ne voulais pas consulter un médecin pour avoir des anxiolytiques, le temps de traverser le deuil. Elle insistait pour savoir ce qui n'allait pas, me disait que je n'étais plus la même depuis quelques jours, que j'avais l'air absente, tourmentée. Un soir, elle est venue dîner et m'a coincée dans la cuisine après le repas. Elle m'a demandé directement ce qui se passait, pourquoi j'avais cet air terrifié en permanence. Et pour la première fois de ma vie, j'ai menti à ma fille. Je lui ai dit que c'était juste le deuil, que certains jours étaient plus durs que d'autres, que j'avais trouvé des affaires de son père qui m'avaient remué. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle comprenait, que c'était normal, qu'il fallait du temps. Je l'ai laissé me consoler tout en sachant que je lui cachais la vérité. Cette sensation de trahison s'ajoutait à tout le reste, la colère, la confusion, la douleur sourde qui ne me quittait plus. La nuit, je continuais à me réveiller à 2 heures. Mais maintenant, au lieu d'entendre les pas de Victor dans le couloir, je n'entendais que le silence de la maison vide. Et dans ce silence, je voyais le visage de cette femme que je n'avais jamais rencontrée. J'imaginais ses conversations nocturnes avec mon mari, et je me demandais combien de versions de Victor existaient. Celle que je connaissais, et celle qu'elle connaissait, elle. J'ai pris le tramway jusqu'à Villeurbanne un mardi après-midi. J'avais choisi un mardi exprès, comme si ce jour de la semaine pouvait me donner du courage, me connecter d'une certaine manière à tous ces mardis où Victor disparaissait dans la salle de bain à 2 heures du matin. Le trajet m'a paru interminable. Je regardais défiler les arrêts sans les voir, le bout de papier avec l'adresse serrée dans ma main moite. 47 rue Raspail. Un immeuble des années 70, façade grise, balcons étroits encombrés de plantes et de linge qui séchait. 3e étage. Pas d'ascenseur. J'ai monté les marches lentement, m'agrippant à la rampe, mes jambes tremblant sous moi. Devant la porte, j'ai failli faire demi-tour. J'ai levé la main vers la sonnette au moins 3 fois, avant de finalement appuyer. J'ai entendu des pas à l'intérieur, lents, hésitants. La porte s'est ouverte. La femme qui se tenait devant moi avait à peu près mon âge, peut-être quelques années de plus. Cheveux gris coupés courts, visage fatigué mais doux, vêtue d'un pull bleu marine et d'un pantalon sombre. Elle m'a regardé pendant quelques secondes, sans rien dire, et j'ai vu son visage se vider de toutes ses couleurs. Ses lèvres ont tremblé. Elle a murmuré une question, me demandant si j'étais sa femme, l'épouse de Victor. J'ai simplement hoché la tête. Je n'arrivais pas à prononcer un mot. Elle a reculé d'un pas, m'a fait signe d'entrer d'un geste las, résigné, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait un jour. L'appartement était petit, propre, rangé avec ce soin méticuleux des personnes qui vivent seules depuis longtemps. Un 2 pièces modeste meublé simplement, un canapé fatigué, une table basse couverte de magazines, un buffet ancien contre le mur.
Mais c'est sur les murs que mon regard s'est figé. Des cadres photos partout, des dizaines de cadres, un garçon. Sur chaque photo, le même garçon. Blond aux yeux clairs, avec un sourire qui m'a instantanément rappelé quelque chose. J'ai mis quelques secondes à comprendre quoi. C'était le sourire de Victor. Ce même sourire en coin, légèrement asymétrique, qui éclairait son visage dans nos photos de mariage. Le garçon sur les murs était un bébé, dans les bras de cette femme, puis un bambin sur un tricycle, puis un écolier en uniforme, puis un adolescent en maillot de foot. La chronologie s'arrêtait brutalement vers 14 ou 15 ans. Après, plus rien. Juste ce vide sur le mur, comme si le temps s'était figé à cet instant précis. Hélène, c'était son nom. Je l'ai appris plus tard, s'est laissée tomber sur le canapé. Elle a commencé à pleurer silencieusement, les épaules secouées de sanglots qu'elle tentait d'étouffer. Elle a dit qu'elle avait attendu son appel la nuit dernière, comme toutes les nuits depuis 32 ans, qu'à 2h10, quand le téléphone n'avait toujours pas sonné, elle avait compris que quelque chose de terrible était arrivé, qu'elle avait attendu encore une nuit, puis une autre, espérant qu'il était simplement en déplacement, malade, empêché. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. Mes jambes ne me portaient plus. Je n'arrivais toujours pas à parler, ma gorge serrée, comme dans un étau. Elle a fini par lever les yeux vers moi, essuyer ses larmes d'un geste machinal, et elle a commencé à raconter. Son fils s'appelait Maxime. Il avait eu un accident de voiture en rentrant du lycée, percuté par un conducteur ivre qui avait grillé un feu rouge. Les pompiers l'avaient extrait de l'épave et transporté aux urgences du CHU, dans un état critique. Victor était de garde cette nuit-là. Il l'avait opéré pendant 8 heures, lui avait littéralement sauvé la vie. Mais Maxime n'était jamais vraiment revenu. Il était resté dans le coma, branché à des machines qui respiraient pour lui, le cœur qui battait mais l'esprit ailleurs, inaccessible. 3 ans il avait survécu ainsi, 3 années pendant lesquelles Hélène venait tous les jours s'asseoir à son chevet, lui parler, lui tenir la main, attendre un signe qui n'est jamais venu. Puis un matin son cœur avait cessé de battre. Maxime avait 17 ans. Hélène était veuve depuis longtemps déjà, le père de Maxime les ayant quittés quand l'enfant avait 2 ans. Elle s'était retrouvée complètement seule. Et Victor avait commencé à l'appeler quelques semaines après la mort de Maxime. D'abord, pour prendre de ses nouvelles, lui demander comment elle tenait le coup. Puis les appels étaient devenus réguliers. Chaque nuit, à 2h du matin, après sa ronde à l'hôpital, il prenait 10 minutes pour composer son numéro. Juste pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Pour qu'elle puisse parler de Maxime avec quelqu'un qui l'avait connu, même brièvement, pour qu'elle ait une voix humaine dans le silence de ses nuits d'insomnie. Hélène a murmuré, la voix brisée, qu'il lui avait dit une fois qu'il se sentait responsable. Que s'il avait été plus rapide, plus habile, peut-être que Maxime se serait réveillé, que cette culpabilité le dévorait, et qu'appeler chaque nuit était sa façon d'expier, de maintenir vivante la mémoire de ce garçon qu'il n'avait pas pu sauver complètement. Il avait promis qu'il serait là pour elle aussi longtemps qu'elle vivrait. Et pendant 32 ans, il avait tenu cette promesse. Pas une seule nuit manquée. Même en vacances, même malade, il trouvait toujours un moment pour l'appeler. Je suis rentrée chez moi dans un état second. Le trajet en tramway s'est passé dans un brouillard complet. Je ne me souviens pas des arrêts, des gens autour de moi, du temps qu'il faisait. Je ne pensais qu'à ces photos sur le mur, au visage ravagé d'Hélène, à cette histoire qui venait de tout chambouler. Pas une maîtresse, pas une liaison secrète,
Pas de trahison au sens où je l'avais imaginé. Mais alors pourquoi cette douleur qui me déchirait la poitrine était-elle aussi violente, aussi dévastatrice? Dans notre maison silencieuse, je me suis assise à la table de la cuisine, cette même table où nous avions pris des milliers de petits déjeuners ensemble, et j'ai essayé de comprendre. Victor avait porté ce secret pendant 32 ans. 32 ans à se lever chaque nuit, à marcher jusqu'à la salle de bain, à composer ce numéro, à murmurer des paroles de réconfort à une femme brisée par le chagrin. Et pendant tout ce temps, il ne m'avait rien dit, pas un mot, pas une allusion, pas même un soupir qui aurait pu me mettre sur la voie. Pourquoi? Cette question me hantait, tournait en boucle dans ma tête, jusqu'à me donner le vertige. Pourquoi m'avait-il exclu de cette partie de sa vie? Est-ce qu'il ne me faisait pas confiance? Est-ce qu'il pensait que j'étais trop égoïste, trop étroite d'esprit pour comprendre ce qu'il faisait? Ou pire encore, est-ce qu'il considérait que cette culpabilité, ce besoin d'expiation, était trop intime pour être partagé, même avec sa femme? J'ai commencé à repasser en revue notre vie commune avec ce nouveau regard, cette nouvelle compréhension qui transformait chaque souvenir. Sa distance que j'avais attribuée à la fatigue professionnelle, son silence que j'avais interprété comme le tempérament réservé d'un chirurgien, habitué à contrôler ses émotions, ces absences émotionnelles que j'avais excusées en me disant qu'il donnait tellement aux autres à l'hôpital qu'il ne lui restait plus rien pour nous. Maintenant je comprenais, il portait le poids d'une mort qu'il n'avait pas pu empêcher, la culpabilité d'un échec qu'il n'arrivait pas à pardonner. Et chaque nuit, pendant que je dormais à quelques mètres de lui, il essayait de réparer l'irréparable en consolant une mère qui avait tout perdu. Mais pourquoi seul? Pourquoi n'avait-il jamais prononcé le nom de Maxime devant moi? Pourquoi n'avait-il jamais mentionné Hélène, ne serait-ce qu'en passant? J'aurais compris. J'aurais voulu comprendre. Ou peut-être que non. Peut-être qu'il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Peut-être qu'il savait que j'aurais posé des questions, que j'aurais voulu l'accompagner dans cette démarche, que j'aurais transformé son rituel solitaire d'expiation en projet conjugal. Et peut-être que ce n'était pas ce dont il avait besoin. La douleur que je ressentais n'était pas de la jalousie. C'était quelque chose de plus profond, de plus déchirant. Le sentiment d'avoir été si proche de lui physiquement, dans le même lit, dans la même maison, pendant 3 décennies, et pourtant si loin de son cœur, de ses tourments, de sa véritable vie intérieure. J'avais dormi à côté d'un étranger, un homme qui portait un fardeau énorme et qui avait choisi de le porter seul plutôt que de me le partager. Est-ce que ça voulait dire que notre intimité n'était qu'une illusion? Que tout ce que je croyais savoir de lui n'était qu'une façade soigneusement maintenue? Julie est passée le lendemain soir. Elle a tout de suite vu que quelque chose avait changé. Je ne pouvais plus continuer à mentir. Je n'en avais plus la force. Alors je lui ai tout raconté. Le téléphone, le numéro unique, Hélène, Maxime, les 32 ans d'appel nocturne. Et elle m'a écouté en silence, les yeux s'élargissant progressivement au fur et à mesure que je déroulais l'histoire. Quand j'ai eu fini, elle a eu une réaction que je n'avais pas anticipée. Elle a dit que c'était incroyable, que papa était un héros, qu'il avait fait quelque chose de profondément humain et généreux, que peu de gens auraient eu cette constance, cet engagement sur tant d'années, qu'elle était fière de lui, qu'elle comprenait maintenant d'où venait cette tristesse qu'elle avait toujours vue au fond de ses yeux. Elle trouvait ça beau, noble, digne d'admiration. Mais moi, je ne pouvais pas voir les choses ainsi. Pas encore. Pour moi,
C'était une forme de trahison différente de celle que j'avais imaginée, mais une trahison quand même. Pas une trahison de son corps. Il n'avait jamais touché cette femme, jamais désiré être avec elle. Mais une trahison de l'intimité conjugale, de ce pacte silencieux qui dit qu'on partage tout, les joies comme les peines, les réussites comme les culpabilités. Il avait construit un mur autour de cette partie de lui-même et m'avait laissé de l'autre côté. Il avait décidé unilatéralement que je n'avais pas le droit d'accéder à ses souffrances les plus profondes. Et ça me faisait mal d'une manière que ma fille ne pouvait pas comprendre. Julie a essayé de me convaincre que papa voulait probablement me protéger, qu'il ne voulait pas m'imposer son fardeau, que c'était un acte d'amour de me tenir à l'écart de sa culpabilité. Mais était-ce vraiment de l'amour? Ou était-ce du contrôle? De la défiance? L'incapacité à être véritablement vulnérable avec moi? Je ne savais plus. Je ne savais plus qui était Victor, qui j'étais moi-même dans notre couple, ce qui était réel et ce qui était construction. Tout ce que je savais, c'est que pendant 32 ans, j'avais cru dormir à côté de mon mari, alors qu'en réalité je dormais à côté d'un homme qui attendait que je m'endorme pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'avais jamais eu le droit de connaître. Hélène m'a appelée une semaine plus tard. J'ai reconnu sa voix immédiatement, cette voix que Victor avait entendue des milliers de fois dans la pénombre de nos nuits. Elle m'a demandé si on pouvait se revoir, qu'elle avait quelque chose à me donner, quelque chose qui m'appartenait peut-être plus qu'à celle maintenant. Sa voix tremblait légèrement. J'ai accepté, bien que l'idée de la revoir me nouait l'estomac. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez moi, un endroit neutre, où ni elle ni moi n'avions de souvenirs. Elle est arrivée avec une boîte en carton qu'elle a posée sur la table entre nous comme une offrande, ou peut-être comme une confession. Ses mains tremblaient quand elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, des lettres, des dizaines de lettres manuscrites, pliées soigneusement, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes. L'écriture de Victor, cette écriture élégante et précise que je connaissais si bien, celle qu'il utilisait pour ses notes médicales et nos cartes d'anniversaire. Elle m'a expliqué qu'il ne se contentait pas d'appeler. Parfois, quand les mots au téléphone ne suffisaient pas, il écrivait. Des lettres qu'il lui envoyait par la poste, comme si on était encore au siècle dernier, comme si les emails et les messages n'existaient pas. Des lettres sur Maxime, sur la culpabilité, sur le sens de la vie et de la mort. Et puis, tout au fond de la boîte, un cahier, un journal intime que je ne savais même pas qu'il tenait. Hélène l'avait trouvé dans la dernière lettre qu'il lui avait envoyée, quelques jours avant sa mort. Elle m'a dit qu'il lui avait demandé de me le remettre, si quelque chose lui arrivait, qu'elle avait hésité, qu'elle ne savait pas si c'était la bonne chose à faire, mais qu'elle pensait maintenant que j'avais le droit de savoir. Je suis rentrée chez moi avec la boîte. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je suis restée assise devant pendant 1 heure, incapable de l'ouvrir. J'avais peur de ce que j'allais y trouver, peur que ces mots écrits de sa main ne me fassent encore plus mal que tout ce que j'avais déjà découvert. Finalement, j'ai ouvert le journal. Les premières pages dataient de 32 ans auparavant, juste après la mort de Maxime. L'écriture était moins assurée qu'à la fin, presque tremblante, comme si la main qui la traçait était en train de se noyer. Victor y décrivait l'opération dans les moindres détails, analysait chaque décision qu'il avait prise, se demandait ce qu'il aurait pu faire différemment. Il écrivait qu'il voyait le visage de Maxime chaque nuit quand il fermait les yeux, ce jeune garçon qui ne se réveillerait jamais, dont il n'avait sauvé que le corps mais pas l'esprit. Au fil des pages, j'ai suivi l'évolution de ses pensées.
Comment les appels à Hélène étaient devenus son rituel d'expiation, sa façon de maintenir vivante la mémoire de ce garçon perdu. Comment il trouvait un sens à sa culpabilité en étant présent pour cette mère brisée. Comment ces 10 minutes nocturnes étaient devenues la partie la plus importante de sa journée, hein? Celle où il se sentait véritablement utile, au-delà de la technique chirurgicale. Et puis, j'ai trouvé les passages qui parlaient de moi, de sa peur de me raconter. Il écrivait qu'il avait failli le faire des dizaines de fois, que les mots montaient jusqu'à ses lèvres, et puis mouraient cela, avalés par la crainte. Il avait peur que je ne comprenne pas, que je voie dans ses appels nocturnes une obsession malsaine plutôt qu'un acte de compassion. Il avait peur que je le juge faible, incapable de tourner la page, prisonnier d'un échec vieux de décennies. Il écrivait qu'il voulait rester à mes yeux l'homme fort, le chirurgien brillant, le mari stable. Pas cet homme rongé par la culpabilité, hanté par le fantôme d'un adolescent qu'il n'avait pas pu sauver complètement. La dernière entrée datait d'une semaine avant sa mort. Je l'ai lu les larmes aux yeux, la gorge serrée. Il écrivait que je méritais mieux que lui, un mari qui ne portait pas le poids des morts des autres, qui pouvait être pleinement présent, sans être constamment tiré vers le passé. Mais il écrivait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner Hélène, que ses appels nocturnes étaient tout ce qui restait de Maxime dans ce monde, que s'il arrêtait, ce serait comme laisser mourir le garçon une deuxième fois. Il terminait en disant qu'il m'aimait plus que tout, mais qu'il aimait aussi cette responsabilité qu'il s'était donnée et qu'il ne savait pas comment réconcilier les deux. J'ai refermé le journal et je suis restée assise dans le silence de la cuisine, entourée des mots d'un homme mort qui me parlait enfin avec une honnêteté qu'il n'avait jamais osée de son vivant. Et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en moi a commencé à se desserrer. Ce n'était pas qu'il ne me faisait pas confiance. Ce n'était pas qu'il ne m'aimait pas. C'est qu'il avait trop peur de me décevoir, de tomber du piédestal où il pensait que je l'avais placé. Il s'était enfermé dans sa culpabilité pour me protéger de sa vulnérabilité. Et dans cette tentative de protection, il nous avait séparés plus sûrement qu'une infidélité ne l'aurait jamais fait. J'ai pris ma décision 3 jours après avoir lu le journal. C'était un mardi soir, encore un mardi, comme si ce jour de la semaine était devenu le fil conducteur de toute cette histoire. Je me suis réveillée à 2 heures du matin, comme d'habitude. Le corps programmé par 3 décennies de conditionnement. Mais cette fois, au lieu de rester allongée dans le noir à ressasser mes pensées, je me suis levée. J'ai pris le vieux téléphone de Victor et j'ai composé le numéro que je connaissais maintenant par cœur. Hélène a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était ensommeillée, confuse. Je me suis présentée et il y a eu un long silence au bout du fil. Puis je lui ai dit simplement que je voulais continuer, que Victor ne pouvait plus l'appeler, mais que moi je pouvais, que si elle était d'accord, j'aimerais prendre le relais de ce rituel qu'il avait entretenu pendant tant d'années. Elle a pleuré. Je l'ai entendue sangloter doucement, essayant de retenir ses larmes. Elle a murmuré qu'elle ne s'y attendait pas, qu'elle pensait que tout était fini, que les appels nocturnes s'étaient arrêtés avec Victor, qu'elle avait commencé à se réhabituer au silence, aussi insupportable soit-il. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que le silence pouvait attendre encore un peu. Les premiers appels ont été difficiles. Je ne savais pas quoi dire. Comment combler ces 10 minutes qui avaient appartenu à Victor et à elle seule? Nous parlions maladroitement, cherchant nos mots, laissant de longs silences s'installer entre 2 phrases. Mais petit à petit, quelque chose s'est construit. Une routine nouvelle, différente de celle de Victor, mais réelle quand même. Nous parlions de lui, évidemment,
Elle me racontait les conversations qu'ils avaient eues au fil des ans, les sujets qu'ils abordaient, jamais sa vie privée à lui, jamais notre couple, toujours Maxime, la médecine, le sens de la mort, la culpabilité du soignant. Je découvrais un Victor que je n'avais pas connu, un homme qui philosophait sur l'échec et la rédemption, qui se questionnait sur les limites du pouvoir médical, qui portait en lui une dimension spirituelle dont il ne m'avait jamais parlé. Hélène me racontait aussi Maxime, le garçon qu'il avait été avant l'accident. Passionné de football, doué en mathématiques, rêvant de devenir ingénieur. Elle me décrivait les 3 années de coma, comment elle avait continué à lui parler chaque jour, en espérant qu'il l'entendait quelque part. Comment Victor passait parfois en dehors de ses heures de garde, juste pour vérifier ses constantes, ajuster les réglages des machines, même quand ce n'était pas son patient officiel. Comment il s'était senti personnellement responsable quand le cœur de Maxime avait fini par s'arrêter. Au fil des semaines, ces conversations nocturnes sont devenues mon propre rituel. Je commençais à comprendre ce que Victor avait trouvé dans ses appels. Pas seulement l'expiation d'une culpabilité, mais une forme de connexion humaine pure, dépouillée de tout artifice social, à 2 heures du matin dans le noir, avec une femme que je n'aurais jamais rencontrée autrement. Je pouvais parler de choses que je ne disais jamais en plein jour, de mes propres regrets, de mes propres peurs, du vide que Victor avait laissé et que je ne savais pas comment combler. Hélène est devenue quelque chose d'inattendu, ni une amie au sens conventionnel, ni une simple connaissance. Quelque chose entre les deux, quelque chose de plus profond peut-être. Une complice dans le deuil, une gardienne de la mémoire de Victor. Et aussi, étrangement, un pont vers une partie de mon mari que je n'avais jamais connue de son vivant. J'ai commencé à comprendre que l'amour de Victor n'était pas divisé entre moi et Hélène, entre sa famille et ses patients, entre sa vie publique et ses secrets nocturnes. Son amour était simplement plus vaste que ce que j'avais imaginé. Il aimait au-delà des frontières conventionnelles du couple, de la famille nucléaire, des obligations sociales. Il portait la douleur des autres, comme si c'était la sienne. Et ce n'était pas une trahison envers moi. C'était simplement qui il était, dans son essence la plus profonde. Peut-être que j'aurais dû me sentir insuffisante, comme si mon amour à moi n'avait pas suffi. Mais au contraire, quelque chose en moi s'est apaisé. Victor ne m'avait pas exclue par manque d'amour. Il m'avait tenue à l'écart par excès de respect, par peur de m'imposer un fardeau qui n'était pas le mien à porter. C'était maladroit, c'était incomplet, c'était une forme d'échec dans notre intimité conjugale. Mais ce n'était pas un manque d'amour. Et maintenant, en continuant ces appels, en parlant à Hélène chaque nuit, je faisais quelque chose que Victor n'avait jamais pu faire. Je réconciliais ces 2 parties de sa vie. Je les unissais au lieu de les séparer. Je disais à cette femme brisée par le deuil qu'elle n'était pas seule. Et en même temps, je récupérais une part de mon mari qui m'avait échappé pendant 3 décennies. 1 an après la mort de Victor, nous nous sommes retrouvés toutes les 3 devant sa tombe. Hélène, Julie et moi. 3 femmes qui n'auraient jamais dû se connaître, réunies par un homme qui avait construit des ponts entre nos vies, sans jamais nous le dire. C'était un mardi matin de novembre, sous un ciel gris et lourd, qui menaçait de pleuvoir. Julie tenait un bouquet de roses blanches, les préférées de son père. Hélène avait apporté une photo de Maxime en uniforme de football, celle où il souriait avec ce sourire en coin, qui ressemblait tant à celui de Victor. Et moi, je tenais simplement la main d'Hélène, cette main que je connaissais maintenant aussi bien que la mienne, après des centaines de conversations nocturnes. Je me suis agenouillée devant la pierre tombale, passant mes doigts sur les lettres gravées de son nom. J'ai commencé à parler
pas tout haut, juste dans ma tête, comme si Victor pouvait encore m'entendre d'où qu'il soit. Je lui ai dit que j'avais été en colère contre lui pendant longtemps. Furieuse qu'il ne m'ait pas fait confiance, qu'il ait gardé ce silence pendant 3 décennies, qu'il m'ait laissé dormir à côté de lui, en ignorant la tempête qui faisait rage dans son cœur. Je lui ai dit que j'avais eu l'impression d'être trahie, pas par une infidélité du corps, mais par une infidélité de l'âme, par ce mur qu'il avait érigé entre nous, sans jamais me demander si je voulais l'aider à le porter. Mais je lui ai dit aussi que je comprenais maintenant, qu'il n'avait pas voulu me charger de son fardeau, qu'il avait cru me protéger en portant sa culpabilité tout seul, en m'épargnant le poids de ses échecs professionnels et de ses obsessions nocturnes. Que c'était à la fois sa force, cette capacité à endurer en silence, à prendre soin d'une étrangère pendant 32 ans, sans rien demander en retour, et sa faiblesse, son incapacité à être vulnérable avec moi, à me laisser entrer dans ces zones d'ombre. J'ai déposé des lits blancs sur la tombe, ces fleurs qu'il m'offrait chaque anniversaire de mariage. Julie a placé ses roses à côté. Hélène a posé la photo de Maxime contre la pierre, et je l'ai laissé là, ce garçon fantôme qui nous avait toutes réunies. Nous sommes repartis ensemble, côte à côte dans l'allée du cimetière. Je me sentais différente, plus légère, pas heureuse. Le deuil était encore là. Il serait toujours là d'une certaine façon, mais libérée de la colère, du ressentiment, de ce sentiment d'avoir été exclue. Victor n'avait pas été un mari parfait, mais il avait été un homme profondément bon, à sa manière imparfaite et silencieuse. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti que je pouvais enfin respirer pleinement. Pendant 32 ans, je me suis réveillée à 2 heures du matin, en entendant son murmure derrière la porte de la salle de bain. Je croyais qu'il parlait à une autre femme. En réalité, il parlait à une douleur étrangère qu'il avait faite sienne, nuit après nuit. Aujourd'hui, c'est moi qui appelle à 2 heures du matin. Pas par devoir, mais parce que j'en ai envie. Parce qu'Hélène fait désormais partie de ma vie, comme elle a été une partie cachée de la sienne. Elle est devenue une part de son héritage, de ce qu'il a laissé derrière lui, bien au-delà de notre maison et de notre fille. Victor n'était pas un mari parfait, mais il était un homme incapable de détourner le regard de la souffrance des autres. Et moi, je choisis de continuer ce qu'il a commencé. Pas par obligation, par amour, pour lui et pour cette femme qu'il n'a jamais abandonnée.